Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'étude et le suivi scientifique de la faune en Lorraine, assuré par des naturalistes bénévoles appuyés par une équipe de salariés particulièrement impliqués. Pour autant, il ne s'agit pas seulement d'étudier pour étudier, mais pour définir les meilleurs moyens d'action pour sauvegarder les animaux sauvages, dont certains sont particulièrement menacés de disparition. Nous évoquerons également les menaces qui pèsent sur ces espèces et la nécessaire sensibilisation des usagers de la nature et de nos concitoyens pour préserver notre patrimoine naturel. Guillaume Leblanc, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir à Champouny, un petit village d'une centaine d'habitants au sud de Vaucouleurs, dans la Meuse, dans la magnifique yourte qui abrite l'OANA, acronyme de Lorraine Association Nature, dont vous êtes le directeur, Guillaume Leblanc. Quelle est la vocation de l'OANA ? Alors la vocation de Lorraine Association Nature, elle est liée à la déclinaison de 3 volets, on va dire, qui sont un volet suivi connaissance des espèces, un volet mise en place... Alors quand vous dites espèces, Guillaume Leblanc, ce sont les espèces animales. Oui, voilà, je dis bien animales, vertébrés, plus souvent des vertébrés, quoi. Mmh. Et donc du coup, le développement de 3 volets qui sont le suivi, la connaissance, en découle des actions concrètes de conservation. Et enfin, le dernier volet qui va avec, c'est la sensibilisation et l'information du grand public et des scolaires. On y reviendra un peu plus longuement avec vous, Guillaume Leblanc. Parmi les nombreuses activités de Lorraine Association Nature, il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur. Un mystérieux félin vit toujours dans les forêts françaises. Le chat forestier d'Europe, plus connu sous le nom de chat sauvage. On reconnaît ce discret prédateur grâce à son épaisse queue annelée, à sa raie dorsale noire, ainsi qu'à sa bavette blanche, plus ou moins visible. Son pelage gris fauve, presque sans rayures, est à l'image de son extrême discrétion, un précieux atout pour ce perpétuel mal-aimé. Lorsqu'il chasse, c'est un redoutable carnivore, attiré avant tout par les petits rongeurs terrestres. Certains chats, d'origine domestique, lui ressemblent étrangement, comme si les 2 cousins parvenaient à se croiser pour donner des petits hybrides ou devenir compromettants. Extrait du clip de présentation du documentaire intitulé « Sauvage, le chat forestier » de Loïc Coat, réalisateur, conférencier et producteur de films sur la nature et l'environnement, à travers la société Lindsay Productions qu'il a créée à Moutonne, c'est dans le Jura, en 1999. La préservation du chat forestier est l'une des préoccupations de Lorraine Association Nature, Guillaume Leblanc. Oui, tout à fait. C'est même la première action de conservation qui a été mise en œuvre en fait dans le cadre de la structure. On a un partenariat qui est toujours d'actualité avec le CNRS et l'Université Claude Bernard. Sur justement le suivi spatial de chats forestiers dans le sud Lorrain, et aussi un volet un peu plus technique qui concerne tout ce qui est écotoxicologie et puis virologie. Alors là, vous avez dit beaucoup de choses, Guillaume Leblanc. On va essayer de rentrer un peu dans le détail, à commencer par le chat forestier lui-même, qu'on a aussi l'habitude d'appeler le chat sauvage. Oui, c'est exact. Donc c'est une espèce à part entière. À ne pas confondre avec le chat arrêt, qui est le chat domestique qui redevient sauvage. Voilà, exactement, avec lequel il peut quand même toutefois s'hybrider. C'était justement l'une des problématiques qui était soulevée ici dans le sud Lorrain, c'était de pouvoir quantifier justement ce taux d'hybridation, puisque sur certaines îles, par exemple comme en Écosse, il peut être considéré comme une réelle menace. Et du coup, il fallait connaître ces taux d'hybridation, et ils sont aujourd'hui plutôt rassurants suite à la collecte d'échantillons génétiques. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant d'échanges en tout cas
entre les populations sauvages et domestiques. Qu'est-ce que ça représente en termes de population aujourd'hui, le chat sauvage? On va l'appeler comme ça, le chat sauvage, même si les scientifiques que vous êtes préférez toujours les noms en latin, mais voilà, pour que les gens comprennent, on va parler du chat sauvage. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'effectifs ici en Lorraine, Guillaume Leblanc? Alors on n'a pas de véritable estimation d'effectifs pour la région Lorraine, pour la simple et bonne raison qu'on est vraiment sur le noyau fort de la population en fait, pour la France. C'est vraiment le bastion, il y en a quasiment, on peut dire, dans la majorité des forêts lorraines. Mais du coup, il y a quand même eu une phase où il était en régression et aujourd'hui sur laquelle il tend à recoloniser certains départements. Mais on a quand même une idée du nombre de chats forestiers ou chats sauvages en Lorraine. Est-ce que ça se compte, je sais pas, sur les doigts d'une main? Est-ce qu'il faut rajouter les pieds? Est-ce que c'est en centaines? Oui, on peut plutôt parler de centaines d'individus, oui. Oui. On va quand même préciser que nous sommes survolés par, je sais pas, des hélicoptères, des avions, peut-être une manœuvre quelconque, et votre yourte, qui est très jolie, n'est pas forcément très très bien insonorisée. Alors vous n'en souffrez pas, Guillaume Leblanc, puisque vous êtes ici à Champigny en pleine nature. Néanmoins, voilà, on est peut-être surveillé, je ne sais pas, par les militaires. On va revenir au chat sauvage, au chat forestier. Quel est le statut aujourd'hui du chat forestier? Alors cette fois-ci en termes juridiques, Guillaume Leblanc. C'est une espèce qui est intégralement protégée au niveau national et qui fait l'objet aussi d'une attention particulière au niveau de la directive Habitat et puis des différentes conventions. Donc oui, il y a un véritable statut de conservation et un statut fort de conservation pour cette espèce. Et aujourd'hui, l'espèce est plutôt en déclin. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui en Lorraine? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai plutôt tendance à croire que c'est même pas que moi, c'est aussi des études qui montrent que l'espèce se porte mieux. Elle recolonise certains départements, notamment l'Auvergne, le centre de la France. Et du coup, peut-être qu'un jour, on aura, on espère, une jonction entre les populations justement du quart nord-est, du centre de la France, avec celles qui occupent les Pyrénées. Et aujourd'hui, quelles sont les menaces, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quelles sont les menaces qui pèsent précisément sur le chat forestier? Est-ce qu'il a encore des prédateurs? On parle bien sûr du retour du loup, j'imagine qu'il en fait partie. Oui, alors après, il sait très bien se débrouiller, même avec le loup, et le loup n'a jamais empêché la présence du chat, bien au contraire. Non, là où sont les menaces, c'est plutôt au niveau de la fragmentation des habitats. Donc, on n'a plus forcément des continuités forestières, des continuités écologiques qui permettent le déplacement des animaux. Ces animaux-là, pour se déplacer... La fragmentation, Guillaume Leblanc, c'est, j'imagine, les cultures, les infrastructures, les défrichages, les autoroutes? Ouais, voilà, c'est ça. La fragmentation, elle est liée à tout ce que vous venez de dire, aussi le retournement des prairies, le transformation en culture, qui permet justement, lui, s'il perd ce milieu prairial aussi, il a aussi moins d'alimentation puisqu'il s'alimente que de rongeurs. Alors, ce que l'on va entendre ici, c'est un peu en miaulement, mais ce n'est pas celui du chat sauvage. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est pour permettre de reconnaître les chants des oiseaux d'Europe et du Jura que Grand-Maman Jacqueline réalise et poste sur YouTube de petites vidéos comme ici le Milan Royal, à ne pas confondre avec le Milan Noir, Guillaume Leblanc. C'est exact, surtout en Lorraine où les effectifs sont bien différents entre ces deux espèces. Alors, comment est-ce qu'on distingue déjà ce rapace Milan et puis la différence entre un Milan Royal et un Milan Noir? Alors les Milans, de manière générale, sont des oiseaux avec une queue plus ou moins fourchue, donc dont ils vont se servir comme un peu un gouvernail. Et ils vont, d'un point de vue comportemental, souvent cercler un peu de la même manière en utilisant les courants ascendants et puis en louvoyant un peu sur leur territoire de chasse, à droite, à gauche, mais de manière à ne pas jamais trop se fatiguer, quoi. Alors, le Milan Royal,
Guillaume Leblanc est une espèce protégée entièrement, comme tous les rapaces aujourd'hui en France, et il bénéficie en outre d'un plan régional d'action, une déclinaison d'un plan national. Oui, tout à fait. Donc, le plan régional d'action fait suite au plan national d'action, qui est lui mis en œuvre du fait justement du constat souvent inquiétant du déclin des populations de certaines espèces. Et ce plan national, Guillaume Leblanc, c'est piloté par le ministère de l'écologie, j'imagine ? Oui, voilà, tout à fait. Et puis souvent, en tout cas pour la France, il est rédigé par la LPO France, quoi. La Ligue de protection des oiseaux. En quoi consiste, quel est l'intérêt d'une part de ce plan et quels sont les tenants et les aboutissants de ce plan régional d'action que vous menez ici à Lorraine Association Nature, Guillaume Leblanc ? Alors le plan régional d'action, il est important, notamment en Lorraine, puisqu'il permet déjà d'établir en premier lieu un état des lieux. Il permet d'établir aussi une synthèse et une hiérarchisation des menaces. Ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'elles peuvent être différentes d'une région à l'autre. Je vous prends par exemple l'exemple Corse. En Corse, ils ont plutôt à lutter contre la fermeture des milieux, pour justement, parce que les terrains de chasse de cette espèce diminuent. Alors que chez nous, ils diminuent aussi, mais ils diminuent du fait du retournement des prairies. Voilà. Quel impact le retournement du prairie sur le milan royal ? Alors le milan royal, il est très lié aux surfaces toujours en herbe, dans le sens où en fait c'est principalement dans ces parcelles qu'il va trouver de quoi se nourrir, notamment les rongeurs. Et donc si on retourne évidemment ces parcelles, plus rien à manger, donc plus de milan royal. Exactement, on sait que certains territoires malheureusement de Lorraine, où il y a encore 30 ans des milans, par exemple à Wavre, n'accueilleront plus de milans royaux du fait de la transformation des habitats. Est-ce qu'on peut imaginer, Guillaume Leblanc, que si on revient à des pratiques culturelles plus respectueuses, avec notamment le retour, pourquoi pas, des prairies, voire des prairies naturelles, on peut espérer un retour du milan royal ? Oui, on pourrait espérer, mais c'est plus difficile de refaire que de maintenir. Ça veut dire aussi que, en fait, dans nos pratiques à la fois agricoles, mais aussi sociales, sociétales, d'aménagement, on pourrait dire qu'on ne tient absolument pas compte de la présence des animaux, des plantes, et en particulier, par exemple, du milan royal. C'est-à-dire que, voilà, c'est un constat que vous faites parce que les pratiques font que ça impacte la présence du milan royal. Alors, effectivement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a peu de leviers et de moyens d'action. Le lobby agricole est très important. C'est vrai qu'il y a aussi, les agriculteurs, il faut qu'ils puissent vivre. Ça, on en a bien conscience. Il y a une véritable crise actuellement pour ce secteur. Mais il faudrait arriver à concilier les deux, effectivement, et on en est encore très très loin, quoi. Alors, Lorraine Association Nature, Loana, que vous avez, Guillaume Leblanc et d'autres, bien sûr, contribué à créer en 2009. C'est aujourd'hui une association, 5 salariés, plus d'une centaine d'adhérents. J'imagine qu'une équipe de 5 salariés, ça se rémunère. Un plan régional d'action comme celui en faveur du milan royal, c'est porté aussi financièrement par des prescripteurs comme le ministère de l'écologie. Alors non, pas directement, puisque le plan régional d'action, c'est plus des financeurs, on va dire, régionaux. Et en l'occurrence, pour ce plan régional d'action, nous avons l'Adréal Lorraine, maintenant qui est l'Adréal Grand Est. Nous avons la région Grand Est et 2 départements, qui sont le conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle et le conseil départemental de la Meuse. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction ? D'un côté, ces partenaires-là, alors peut-être moins la direction régionale à l'aménagement et à l'environnement, l'Adréal et au logement, l'Adréal, mais la région, par exemple, qui soutient l'agriculture intensive, qui porte préjudice au Milan, et puis d'un côté, elle finance l'OANA pour essayer de comprendre comment on peut sauvegarder le Milan noir, et le Milan royal plutôt. Il n'y a pas une espèce de schizophrénie, là ? Si, vous avez pointé du doigt quelque chose sur lequel on essaye justement d'agir. On s'est fait, pour la petite histoire, refouler un projet d'aménagement un PAEC, ce qu'on appelle les PAEC, qui vont
qui vont donner la possibilité de mettre en œuvre des mesures agricoles favorables au Milan Royal. Eh bien, on y reviendra sans doute un jour avec le Conseil régional Grand Est. Pour autant, le Milan a aussi inspiré des écoliers alsaciens. Allure royale, plumage élégant, à faire pâlir les couturiers de Milan. Me vois-tu là-haut se volant les champs? Mes griffes, mon bec et mon envergure sont sur mesure pour nettoyer la nature de ses charognes et de ses ordures. Avec un petit peu d'effort, je pourrais vivre longtemps encore. Nous pouvons si bien nous apprendre. Oh, 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 oh. Et si on faisait le bilan? Oh, 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 oh. Nous étions quand il y a 1000 ans. Oh, 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 oh. À jouer avec le vent. Au Milan, seras-tu là dans 1000 ans? Les vents nous portent au-dessus des montagnes pour aller passer l'hiver en Espagne, là où je séduirai ma compagne. Jamais loin des hommes, ces êtres étranges qui font de la nature ce qui les arrange. Amis ou ennemis, tout se mélange. Avec un petit peu d'effort, je pourrais vivre longtemps encore. Nous pouvons si bien nous comprendre. Oh, 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 oh. Et si on faisait le bilan? Oh, 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 oh. Nous étions quand il y a 1000 ans. Oh, 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 oh. À jouer avec le vent. Au Milan, seras-tu là dans Nous étions 1000 si ans? nombreux des Pyrénées à l'Alsace, mais on nous chasse et nos traces au sommet des arbres peu à peu s'effacent. Happés par ces palmiers blancs, certains tombent en plein vol, d'autres ne se méfient pas de ces proies empoisonnées sur le sol. L'homme occupe l'espace et des espèces disparaissent sans bruit. Seront-ils conquis si la branche sur laquelle il est assis? Si seulement il faisait juste un petit effort, je suis sûr qu'on pourrait vivre en harmonie pour longtemps encore. Et il y a ceux qui viennent sur notre territoire, les vagues qui nous mènent nous redonnent l'espoir. On pourra encore voir de taches blanches danser dans le ciel, ensemble si on se rendait la vie plus belle. Oh, 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 oh. Et si on faisait le bilan? Oh, 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 oh. Nous étions quand il y a 1000 ans. Oh, oh, oh. À jouer avec le vent. Au Milan, où serons-nous dans 1000 ans? Et les gens, et maintenant, c'est de nous que ça dépend. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Au Milan, c'est le titre de ce clip réalisé par les CE2, CM1 et CM2 de l'école de Burbach dans le Bas-Rhin, écrit et composé en partenariat avec l'association Antidote Factory. Cette chanson est la finalisation d'un projet proposé par l'association Les Pivers autour du Milan Royal, un rapace protégé, on l'a dit, partout en France. Au reste, comme tous les rapaces, un type d'initiative que pourrait prendre Lorraine Association Nature, Guillaume Leblanc. Oui, tout à fait, mais du coup, c'est pas notre créneau. En revanche, un de vos créneaux à Lorraine Association Nature, c'est l'éducation à l'environnement. Oui, tout à fait. Depuis le début, on a cette volonté de développer tout ce qui est animation et sensibilisation du grand public et des scolaires. À l'origine, l'OANA, Lorraine Association Nature, était plutôt, on va dire, une association à dominante un peu scientifique, on peut dire ça, avec une part quand même toujours très militante. Dès le départ, il y a eu cette volonté aussi de réaliser de l'animation et de la sensibilisation au grand public. Ces trois volets que j'ai présentés au départ étaient dès le départ très bien définis. Et on a toujours essayé de développer dans nos projets
ces trois volets d'action, quoi. Avec des spécificités, on a parlé du chat forestier, du chat sauvage, on a parlé avec vous jusqu'à présent dans cet entretien, Guillaume Blanc, du Milan Royal. Est-ce que vous avez, alors on va pas dire des marottes, mais vous avez une spécialité plutôt orientée rapace? Non, pas particulièrement. Vraiment pas particulièrement. On est tout à fait à même de travailler sur les amphibiens ou les reptiles. Là, il y a vraiment pas. Il se trouve que la conjoncture actuelle fait qu'on travaille beaucoup plus sur les oiseaux, mais c'est pas figé. Alors, les actions d'éducation à l'environnement, Guillaume Leblanc, c'est un peu partout en Lorraine, c'est plutôt à l'attention des jeunes. Comment ça se passe concrètement? Alors, chez nous, ça se développe de deux manières. On a justement un partenariat fort avec le conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse aussi. Sur lesquels c'est deux territoires sur lesquels on développe en fait des animations pour le compte des scolaires ou du grand public sur des thématiques qui sont vraiment très diverses. Et ça, c'est durant tout le long de l'année en fait. Donc c'est en général vous qui proposez des animations ou on vient plutôt vous voir en disant voilà, on a un créneau, comme on vient de l'entendre là par exemple avec l'école de Burbar dans le Bas-Rhin avec cette chanson Au Milan. Est-ce que ce sont les établissements scolaires, si c'est un public scolaire qui vient vous voir, ou est-ce que c'est vous qui proposez des animations, Guillaume Leblanc? Alors après, j'ai envie de dire que les conseils départementaux ont une enveloppe financière qui permet le développement d'animation, mais c'est nous qui proposons les thématiques d'animation sur les différents territoires que l'on souhaite animer aussi, puisque c'est nous qui choisissons les territoires. Est-ce qu'il y a une différence, puisque nous sommes ici en l'ex-région Lorraine, 4 départements toujours, est-ce qu'il y a une différence de sensibilité entre les départements, Guillaume Leblanc? Oui, mais qui est très intéressante, justement. En Meurthe-et-Moselle, on va avoir un public beaucoup plus citadin, alors qu'en Meuse, on va déjà avoir un public beaucoup plus terre-à-terre, qui connaît déjà des choses. Et voilà, les enfants... Les citadins vont apprécier de ne pas être terre-à-terre. Non, c'est pas ça, mais effectivement, il y a les animations se préparent pas de la même manière, quoi. C'est-à-dire? Du coup, on peut pousser les choses beaucoup plus loin avec des enfants qui sont déjà issus du milieu rural. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de sensibiliser, de vulgariser, de sensibiliser le public qu'on le sait qui est plutôt enclin à passer du temps devant la télé et les jeux vidéo? Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aller éduquer à l'environnement quand on y pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des stratégies d'éducation à l'environnement? Est-ce que c'est un métier facile, Guillaume Leblanc? Je dis pas que c'est un métier facile, mais en tout cas, il faut donner l'opportunité aux enfants de pouvoir accéder justement à cette connaissance. Et nous, on a développé un outil qui au sein de la structure, on a développé ce qu'on appelle un club nature. Donc on a les enfants du village, de plusieurs villages du coin qui, une fois par mois, viennent se réunissent autour d'une thématique qu'ils développent. Alors un coup c'est les chauves-souris, un coup c'est les chouettes. Mais en tout cas, il y a une vraie émulation autour de ces projets et les enfants, ils sont vraiment acteurs, quoi. Est-ce qu'il y a des espèces ou des animaux phares? Est-ce que, je ne sais pas, les rapaces fascinent plus que, je ne sais pas, les crapauds? Oui, c'est sûr qu'il y a des thématiques qui sont plus faciles à aborder. Notamment, là, on parlait des chouettes. Les chouettes, c'est quelque chose qui anime tous les enfants, on va dire. D'autant que j'imagine aussi qu'autour de Champouny, on peut encore en observer. Oui, on a encore cette chance d'avoir quelques espèces présentes. Il fut un temps pas si lointain, Guillaume Leblanc, où l'on clouait les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort. C'est peut-être pour ça qu'elles ont déserté nos villages. Peut-être nos auditeurs auront-ils reconnu la chouette chevêche Athéna noctua pour les savants, extrait du guide du promeneur écoutant en Lorraine, composé d'un petit livre et de 2 CD très bien réalisés par Marc Namblard, Yann Chassat et Sylvain Euriot, édité par l'association Meurthe-et-Mosellane l'Atelier Vert pour reconnaître à l'oreille 116 espèces d'animaux sauvages en Lorraine. La chouette chevêche qui affectionne les vergers, les prairies pâturées de bocage, et qui n'est pas si nocturne que ça, Guillaume Leblanc.
Non, c'est vrai, on peut l'observer au crépuscule ou au lever du jour. C'est une fausse noctua en somme. C'est ça. Elle aime bien se réchauffer quelquefois au soleil. Alors vous avez là aussi des actions très fortes en faveur, on va dire, des chouettes, avec un projet intitulé « Une chouette dans mon village ». En réalité, il faudrait dire « Les chouettes dans mon village ». Oui, on pourrait dire ça. C'est un projet qu'on a développé, qu'on développe depuis 2013, qui est parti sur un projet. À la base, on réalisait des prospections pour connaître les noyaux de population de l'Effray des Clochers, donc qui est la Dame Blanche, celle qu'on appelle la Dame Blanche, et de la Chevêche d'Athéna. Et une fois qu'on a réalisé en fait ces prospections, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour favoriser ces noyaux de population. Une prospection de chouettes, Guillaume Leblanc, ça se passe comment? C'est-à-dire que en réalité, on ne sait pas exactement combien on a de population, et donc j'imagine qu'il faut aller les compter en quelque sorte. C'est ça, donc c'est vrai qu'on est parti, on ne connaissait pas grand-chose sur le territoire du Sud-Lorrain. Et puis on réalise des prospections avec une repasse, donc on diffuse le chant de l'espèce, ce qui va inciter en fait l'oiseau à répondre. Et on arrive à localiser les couples reproducteurs de cette manière pour les deux espèces. Et ça, c'est une activité qui est menée par à la fois, j'imagine, les salariés de Lorraine Association Nature, l'OANA, mais aussi par les bénévoles. Voilà, donc salariés, services civiques, stagiaires, bénévoles, voilà, tout le monde met la main à la pâte sur ces actions. Et en quoi consiste le projet « Une chouette dans mon village » ? Eh ben, une chouette dans mon village, donc l'idée c'était de mettre en œuvre des actions de conservation. Donc pour l'Effray des Clochers, par exemple, on a recensé l'ensemble des chouettes sur le territoire. Et ensuite, on a démarché les communes pour permettre, enfin en tout cas pour essayer de mettre en place des nichoirs à effraie dans les clochers, puisque cette espèce souffre d'un mal qui est l'engrillagement pour lutter contre les pigeons. Et du coup, elle a pu accès à ces sites de reproduction. Oui, parce que le grillage n'est pas sélectif, quoi. Voilà, il n'est pas du tout sélectif. Et du coup, dans le même temps, on fait aussi attention aux chauves-souris, puisque en fait, la Dame Blanche peut être une prédatrice spécialiste des chauves-souris. Donc il faut faire attention aux colonies de chauves-souris si on peut avoir un effet un peu inverse à celui escompté. Comment se porte la population aujourd'hui, à la fois de la chouette d'Athéna et puis de la chouette Effray ? Localement, ça va à peu près, mais après, c'est quand même des espèces au niveau national qui subissent un déclin lent. Pour quelle raison ? Les raisons évoquées, la disparition des sites de nidification, le retournement des prairies aussi, encore une fois. L'arasement des haies, l'utilisation de produits anticoagulants pour lutter contre les rongeurs. C'est un peu un melting pot de menaces qui fait que... Un cocktail, voilà. Comment est-ce que vous êtes accueilli, Guillaume Leblanc, vous et vos équipes, lorsque vous allez comme ça, aller démarcher les communes, les maires, comment est-ce qu'on vous reçoit ? Alors on a deux cas de figure. Soit on comprend clairement qu'on n'est pas les bienvenus. Encore aujourd'hui en 2016 ? Oui, ou on a des communes sur lesquelles on nous a fait comprendre que c'était pas la peine et puis que ce qu'on faisait ça servait à rien. Et autrement... il y a encore du travail en éducation et l'environnement. Ouais, là-dessus, oui, on a encore un bon siècle de travail. Ah bah voilà, la solution contre le chômage. Exactement. Et autrement, on a l'effet inverse où là, on est accueilli à bras ouverts. Presque le maire de la commune voudrait qu'on en pose un peu partout dans les bâtiments communaux. Est-ce que l'opération Jus de Pomme contribue à l'opération de protection des chouettes à la fois d'Athéna et Chevêche et Effray, voilà, je cherchais le nom, Guillaume Leblanc. Du coup, on a lancé cette petite opération de jus de pomme. En fait, c'est simplement lié à un constat qu'on a fait dans le sud Lorrain, c'est que la plupart des vergers sont aujourd'hui délaissés. Les fruits tombent au sol et pourrissent. Les gens ne les ramassent plus. Et donc, les vergers, qui sont un des habitats et territoires de chasse de la Chevêche, disparaissent peu à peu. Et donc l'idée de ce jus de pomme, c'était de faire prendre conscience aux gens que certaines espèces étaient liées à ces vergers et que on pouvait valoriser ces fruits et en faire du jus de pomme. Et ce qui est joli, c'est que les bénéfices de ce jus de pomme servent à la replantation de fruitiers et à la conservation de vieux vergers ou de vergers
simplement qui sont mis en place. Si Lorraine Association Nature se préoccupe du chat forestier, du bilan royal, de la chouette chevêche, de la chouette effraie, elle s'intéresse aussi à une autre espèce. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le balbuzard pêcheur, dont le cri a été capté ici sur le domaine de Chambord, où nichent 6 à 7 couples de ce rapace plutôt rare, Guillaume Leblanc. Oui, c'est ça. Et donc on a la chance d'en avoir 2 couples en Lorraine. Alors c'est un oiseau, un rapace également, qui fait partie de ce qu'on appelle les aigles pêcheurs. Oui, voilà, donc en fait en Lorraine, pour faire simple, il y a aussi un plan régional d'action qui concerne les aigles pêcheurs, donc, que sont le balbuzard pêcheur et le pigargue à queue blanche. Et pourquoi mérite-t-il cette appellation d'aigle pêcheur, Guillaume Leblanc ? Tout simplement parce que ce sont vraiment 2 oiseaux qui peuvent être piscivores. Donc, manger des poissons. Voilà, tout à fait. Et ils pêchent en l'air, en vol, plonge, comment ça se passe ? Ils ont deux techniques un peu différentes, mais effectivement, le balbuzard a plutôt tendance à faire un peu du surplace, un peu le Saint-Esprit, par exemple, pour localiser sa proie. Et il va fondre. Le Saint-Esprit, c'est quand il vole en faisant du surplace, à l'image un peu du. Alors évidemment, ça reste l'image, mais c'est le Christ sur la croix, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, il fond sur sa proie et il est capable de s'immerger à moitié dans l'eau pour la récupérer, alors que le pigargue a plutôt tendance à louvoyer au-dessus. À pêcher en surface. Ouais, voilà, c'est ça. Combien d'effectifs, et puis surtout, est-ce qu'il y a un moment où il y avait beaucoup de ces aigles pêcheurs, ou relativement beaucoup, en tout cas la population se portait bien en Lorraine, Guillaume Leblanc ? En tout cas, en France, il était présent à peu près partout. Il était présent dans toute la France et il a vraiment été exterminé et puis voire empoisonné, tiré pour ses méfaits. Mais en Lorraine, on a ces méfaits de pêcheurs. Pardon ? Ces méfaits de pêcheurs. Oui, voilà. En Lorraine, on a perdu le dernier couple. En tout cas, en France, on a perdu le dernier couple, au milieu du XXe siècle. Et pour le pigargue, c'est plutôt à la fin du XIXe. Donc, ils ont subi un peu la même ligne assez rapidement. Et j'imagine que là aussi, au-delà des destructions volontaires, c'est aussi la disparition des milieux, des étangs, des lacs. Oui, il y a une problématique de disparition des zones humides, c'est sûr, mais qui n'est pas la plus inquiétante, en tout cas même en Lorraine, puisqu'on est quand même bien fourni. Et c'est quand même des oiseaux qui ont besoin de grands plans d'eau avec, on va dire, une bonne production en poissons. Et donc la cause essentielle de disparition, c'est les destructions volontaires ? Oui, exactement. Ça a été la principale cause de régression pour ces 2 espèces. Là aussi, vous disiez, Guillaume Leblanc, un plan régional d'action, aigle pêcheur, même question que pour le Miron Royal. Est-ce que c'est le même processus, inventaire alors là, pour le coup, le comptage, ça va être vite fait, j'imagine, mais plan d'action ? Oui, c'est ça. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite, puisqu'effectivement, en Lorraine, on est sur 2 couples présents pour le balbuzard pêcheur, 3 avec un 3e couple qui est présent à la limite de la Haute-Marne et puis de la Meuse. Et on a aussi le seul couple nicheur de pigargue à queue blanche de France. Est-ce que la population, alors vous aurez noté que je ne vous ai pas demandé le lieu précis, les coordonnées GPS des nids de ces aigles pêcheurs, Guillaume Leblanc, mais est-ce que, j'allais dire globalement, les autorités, on va dire le maire, localement, est-ce que les pouvoirs publics savent qu'ils ont sur leur territoire aussi bien du balbuzard pêcheur que du pigargue ? Alors, oui, il commence à y avoir si le plan régional d'action se met en œuvre, c'est qu'effectivement, les gens commencent localement à se poser des questions sur l'origine de ces oiseaux. Donc, et leur attention commence à être portée sur ces oiseaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là aussi toujours un peu une contradiction, ou en tout cas un questionnement sur le fait de devoir
informer la population de leur patrimoine, ou en tout cas de ce qu'il en reste, et avec le risque en même temps que si on en parle trop, on court bien sûr le risque de la destruction des derniers individus. C'est le rôle qu'on doit tenir dans le cadre justement de la déclinaison du plan régional d'action, c'est-à-dire informer les pisciculteurs, les chasseurs, voilà, tous les acteurs ruraux de la présence de ces espèces, mais il ne faut pas trop en dire non plus, dans le sens où il ne faut pas que ça leur joue des tours. Donc c'est un petit peu voilà, c'est un peu un équilibre qu'il faut réussir à trouver, quoi. Et quel est votre pronostic, ou en tout cas comment pourriez-vous mesurer l'efficacité du plan régional d'action Aigle-Pêcheur avec des perspectives d'évolution des effectifs? Alors pour le Balbuzard pêcheur, on a une action forte actuellement qu'on développe, c'est la pose de plateformes artificielles qui en fait pallie en fait au manque de sites de nidification. Donc là, depuis quelques années, on s'attache à mettre en place des plateformes et l'idée c'est l'efficacité sera mesurée en fonction du taux d'occupation de ces plateformes. Qui viennent s'installer dans la chambre à coucher. Voilà, exactement. Et pour le pigargue, on est sur quelque chose de beaucoup plus lent, hein. C'est vraiment une espèce avec un développement qui peut être très très lent. Et du coup, là, on est plutôt attentif au seul couple et on fait très attention à ce qui se passe. Rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. Nouvelle génération, oh, le monde est dans nos mains, donc passons à l'action pour les futures générations. Il faut changer tout ça pendant que leur monde déconne, car c'est une question de santé. La terre est en danger, tout est accéléré par l'homme et tous ses excès. Et je sais que vous sentez que dans l'air pollué, que tout a changé et que ça va mal terminer. Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain, que les erreurs d'hier restent bien hors du chemin. Si la terre se dégrade, ne restons pas que témoins. Yes, I said, il faudra en prendre soin, nouvelle génération. Le monde est dans nos mains, donc passons à l'action pour les futures générations. Il faut changer tout ça pendant que leur monde déconne. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. Quelqu'un donne saïr pour que ta wara baba flèche l'idri me de nafs soufflas au casa d'absen donne tout ça coulis mugi baranien il d'abra. Donc il faut qu'on laisse nos anciennes habitudes pour que la pollution régresse. Elle progresse, c'est la planète qui encaisse les marées, le réchauffement, tous les déchets qui la blessent. Faut qu'on cesse cette folie-là, cette folie-là. Les animaux disparaissent, l'écosystème qui s'abaisse. Yo, on peut passer les années montrées dans notre paresse. On a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne, on a fait cavaler, rejeter, massacrer le décor, remettre à demain, repousser tous les torts, assume ses drames et ses vilains, pour qui la fin n'est pas la même. La terre a mal et se déchaîne. Éric Mutchler, Durablement Vôtre.
Décor du groupe stéphanois de reggae français fondé en 1998, Dub Incorporation, devenu Dub Inc. En 2006, un titre paru sur l'album Dans le décor, sorti en 2005. Pas très propice à l'observation de la nature, dites-moi Guillaume Leblanc, même si l'on doit sans doute le choix de ce morceau plutôt à ses paroles. Oui, voilà, c'était plus un clin d'œil lié aux paroles de la chanson. Vous n'êtes pas lorrain, Guillaume Leblanc? Non, je suis pas originaire de Lorraine. D'où êtes-vous? Je suis à la base de Bretagne. Un breton perdu, échoué en Lorraine? Ah oui, mais ça va, je suis pas le seul. On était trois dans la structure, donc ça va. On avait chacun un petit bout de Bretagne en nous, donc on a fait quelques soirées crêpes. Ça crée du lien. J'imagine aussi, ou je crois savoir en tout cas, Guillaume Leblanc, que votre présence en Lorraine est aussi liée quelque part précisément au chat forestier qu'on évoquait en début d'entretien. Alors elle est plus précisément liée au chat en général, puisque ma venue en Lorraine est liée à une mission que j'ai réalisée en fait dans les terres australes et antarctiques françaises, à Kerguelen. Et je travaillait là-bas sur un programme scientifique qui s'attachait à étudier les interactions qu'avait ce super prédateur qui est le chat, qui a été introduit et qui maintenant... pour le coup, le chat domestique. Le chat domestique qui s'est ensauvagé. Et à la suite de cet hivernage, on m'a proposé, en tout cas ma responsable m'a proposé de venir travailler sur le chat forestier en Lorraine. Qui était à ce moment-là responsable de quelle structure? Alors c'est une chercheuse à l'université Claude Bernard Lyon 1 et elle a un partenariat avec le CNRS. D'accord. Et votre parcours, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, spécialiste ni du chat forestier? Non. Après c'est juste des espèces qui sont assez intéressantes et mystiques. Donc quelque part il y a un beau challenge à suivre ces animaux-là. Alors je vais reposer la question autrement. Quel est votre parcours, quelle est votre formation initiale, Guillaume Leblanc? Mon parcours initial, il est lié à un parcours environnemental type. J'ai fait un BTA gestion faune sauvage. Donc c'est un diplôme qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était assez reconnu à l'époque. Et maintenant, après, j'ai enchaîné sur un BTS gestion protection de la nature. Voilà. Et alors, l'idée de créer une association Loana, de créer l'association Loana que vous dirigez aujourd'hui pour Lorraine Association Nature, c'est né comment? Elle est née en fait cette structure en fait du constat et puis on était engagé dans des structures associatives, mais donc on se satisfaisait pas de ce qui était réalisé en termes d'action dans ces structures. Et du coup, c'est ce qu'on a décidé avec quelques collègues, quelques amis, de créer notre propre structure. Ça a été un schisme, la révolution des jeunes? on peut dire ça, oui. On peut dire ça, oui. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes dans la structure, notamment notre président. Notre président a 30 ans. Je pense que ça, c'est déjà une révolution dans le domaine associatif environnemental. Comment vous vivez aujourd'hui aussi? Quels sont vos ressentis, vos espoirs par rapport, j'imagine, au travail que vous réalisez sur les différentes espèces que nous avons évoquées? Est-ce que vous êtes plutôt confiant dans, alors j'allais dire l'efficacité de votre travail, j'espère que oui, mais dans l'évolution du monde? Alors confiant, j'ai de plus en plus de mal à l'être, honnêtement. Après, on a quand même, quand on fait ce travail, on a quand même tous en nous une âme de guerrier, on a envie d'y croire. Et du coup, on essaye de garder la tête haute, mais c'est compliqué. En même temps que vous disiez, Guillaume Leblanc, beaucoup de jeunes, dans l'association Lorraine Association Nature, c'est plutôt encourageant, non? Oui, ça c'est vrai que c'est un des justement des leitmotifs de la structure, c'est qu'on accueille beaucoup de jeunes, de services civiques, on forme, voilà, ça c'est un des fers de lance, c'est de former les jeunes, et on a aussi de très bons retours par rapport à justement à la formation de ces jeunes. Ils nous le rendent au centuple, donc c'est toujours motivant. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Guillaume Leblanc, directeur de Lorraine Association Nature, Loana, c'est le moment de votre choix.
On écoute. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la différenciation. On peut pas, on peut pas les confondre les deux. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, chasseurs du Bouchonnois, dans ce sketch célèbre des Inconnus, diffusé la première fois en 1991 dans la 5e télé des Inconnus, pour illustrer votre coup de gueule, Guillaume Leblanc. C'est ça, c'est vrai que... Laissez-moi deviner. La chasse, j'imagine. Oui, voilà, la chasse, mais c'est vrai que le morceau là est vraiment bien choisi, puisque le bon et le mauvais chasseur... On va pas refaire le sketch. Voilà, on va pas refaire le sketch, mais effectivement, c'est... Le coup de gueule, c'est effectivement lié aux dérives que peuvent... les dérives de la chasse actuellement en Lorraine. Voilà, on pensait quand même que c'était une période révolue, que les chasseurs, tout le monde sait que ce sont des gens responsables, souvent des notables, des gens intelligents. On pensait que les choses allaient évoluer. Oui, bah, mais ça c'est sûr, il y a des gens qui sont très sensés. Des bons chasseurs. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de non-sens dans beaucoup de... Alors je cherche mes mots, sous prétexte de conserver certains acquis, on fait fi de ce bon sens. Pour autant, vous avez, vous, une capacité d'expertise au sein même de l'association Loana, Guillaume Leblanc. Les passerelles ne sont pas possibles? Elles sont difficiles. Par exemple, si on prend le cas concret de la bromadiolone. Là, il faut nous en dire deux mots. Donc la bromadiolone, c'est l'anticoagulant qui est utilisé dans les cultures pour lutter contre les ravageurs de culture, donc contre des rongeurs, qui est utilisé donc par les agriculteurs. Donc c'est soumis à une autorisation préfectorale. En fait, le non-sens, c'est qu'en fait sur les communes sur lesquelles on utilise de la bromadiolone, on a encore le droit de chasser et de piéger les renards, qui sont des prédateurs naturels des rongeurs. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et en plus d'empoisonner, le mauvais jeu de mots. Oui, si c'était que ça, d'empoisonner en plus la nature. Est-ce que, mais là aussi, encore une fois, Guillaume Leblanc, une association, il y en a d'autres bien sûr, comme Lorraine Association Nature, Loana, vous menez, alors vous le faites pour d'autres espèces, mais des plans d'action régionaux, des plans régionaux d'action, vous menez des études, c'est une démarche scientifique, vous ne parvenez pas à faire entendre raison? Non, c'est difficile encore. Il y a encore tellement d'a priori sur des espèces. Vous voyez, on parlait du chat forestier. Le chat forestier, j'ai travaillé plus de 8 ans dessus. Et j'ai toujours entendu les mêmes rumeurs, on va dire les légendes rurales, comme quoi un chat forestier, ça pèse 12 kilos. Comme quoi, en tout cas, on les a vus prédater un chevreuil. Voilà, quand on a ces rumeurs-là qui sont colportées par des gens aussi qui sont sensés, on a du mal à justement à renverser le cours des choses. C'est aussi la légende des chauves-souris qui viennent se prendre dans les cheveux, bien sûr. Oui, mais du coup, ce qui est plus dramatique, c'est qu'on arrive à des choses comme du tir de chat forestier, notamment là dans le sud Lorrain, à Maxey-sur-Vèze. Voilà, où clairement c'est du tir de destruction par méconnaissance en fait. C'est ça qui est triste. Est-ce que vous ne pensez pas, Guillaume Leblanc, que les associations de protection de la nature, d'une façon générale, devraient peut-être s'intéresser davantage précisément à cet aspect culturel des choses? Est-ce que
les associations ne sont pas des fois un peu trop orientées vers la connaissance scientifique, et on comprend que ça vous motive, mais en délaissant peut-être un peu trop l'aspect, j'allais dire, psychologique. Finalement, vous êtes dans le domaine de la résistance au changement, quelque part. Non, je pense que nous on est quand même, on a quand même une ouverture d'esprit. On a quand même, on essaye dans la structure de développer un panel d'outils de communication. On est plutôt ouvert sur le monde extérieur. On essaye systématiquement de vulgariser toutes les actions qui sont mises en œuvre, de communiquer. Je pense que là-dessus, non, je pense que c'est pas le cas. Alors c'est quoi ? C'est vraiment de la méconnaissance de la part, puisqu'on parle des chasseurs en l'occurrence, c'est un refus de voir les choses, c'est un langage culturel, un ancrage culturel très très fort. Ouais, après il y a des lobbies peut-être. Ouais, des lobbies, voilà, on va lâcher des faisans, on va faire une razzia et un suce aux prédateurs sous prétexte de tirer trois faisans le dimanche. Donc il y a un vrai non-sens. Et puis bon, il faut aussi voir de quelle façon sont régulés, parce qu'on en parle de régulation, les prédateurs ou les nuisibles, si tant est qu'ils y soient. Avec la communauté des chasseurs, il n'y a pas, j'allais dire, de fenêtre de tir, il n'y a pas d'ouverture possible. Elle est difficile, hein. Vous savez, on siège en commission de chasse et de faune sauvage pour le département de la Meuse. C'est une commission pour laquelle vous avez en face de vous 13 chasseurs et 2 représentants des associations de protection de la nature. Donc quand il faut faire entendre forcément des arguments comme ceux de la bromédiolone, ils sont difficilement entendus. Merci Guillaume Leblanc pour cet entretien. Au plaisir. Je rappelle que vous êtes le directeur de Lorraine Association Nature, Loana, installé dans la petite commune de Champouilly, c'est dans la Meuse, au sud de Vaucouleurs. Et pour en savoir plus sur l'activité de Loana, Lorraine Association Nature, eh bien tout simplement rendez-vous sur votre page internet ou sur votre site internet www.lorraine-association-nature.com.